Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Un mort, un cargo échoué et de gros dégâts dans le Pas-de-Calais. C'est le bilan de la tempête qui a balayé le nord-ouest de la France. L'alerte a été levée en fin de matinée. La clémence de la justice pour Léonie Crevel. La cour d'assises de Rouen a condamné à 2 ans de prison avec sursis cette mère qui avait tué sa fille handicapée pour abréger ses souffrances. Des téléphones portables en tête de gondole. Les grandes surfaces se lancent dans la téléphonie mobile ou l'offre groupée. Après Auchan, c'est Carrefour et Darty qui proposent leurs produits. Le deuxième débat télévisé entre les 3 candidats à l'investiture socialiste aura lieu dans quelques minutes. Il porte cette fois sur les sujets de société et les institutions et pourrait être plus vif que les précédents. Enfin, des jeux d'autrefois pour apaiser les cours de récréation. Dans la Drôme, l'inspection d'académie réintroduit la marelle, l'élastique ou la corde à sauter pour apprendre aux élèves à vivre ensemble. Elle est passée comme prévu sur un gros quart du pays avant de s'éloigner vers le nord. La première tempête d'automne a fait des dégâts. L'accident le plus impressionnant s'est produit en mer, au large de l'île de Ré, où un porte-conteneur s'est échoué ce matin, ballotté par les vagues après une panne de moteur. Sur place, François Privat, Stéphane Allerang. Des plongeurs de la Marine nationale élitreuillés à partir d'un super frelon. Leur mission, inspecter avec précision la coque d'un porte-container. Lors de son échouage, à 800 mètres des côtes de l'île de Ré, le navire a visiblement souffert. Est-ce qu'on en sait plus sur la brèche? Actuellement, la marée étant montante, on sait simplement que l'eau s'engouffre dans la salle des machines. Donc évidemment, s'engouffre, ça ne veut pas dire non plus des torrents d'eau, on ne sait pas exactement la taille de la brèche. 4 heures ce matin, le Rokia Delmas connaît une panne générale de moteur pour l'instant inexpliquée. Les vents d'ouest supérieurs à 120 km/h poussent le porte-container de 175 mètres sur la côte ouest de l'île de Ré. Une zone relativement rocheuse. En pleine nuit, l'élitreuillage d'une vingtaine de marins s'est déroulé dans des conditions extrêmes. La principale difficulté justement a été de trouver une position de stationnaire stable au-dessus du bateau, puisqu'en fait lors de la présentation on se retrouve confronté à des turbulences très très fortes et très violentes. L'équipage, une vingtaine de marins philippins, a été aussitôt pris en charge sur l'île de Ré par les pompiers et les médecins. Nous avons mis en place un dispositif sanitaire pour réceptionner les 20 membres d'équipage. Parmi ceux-ci, 4 étaient blessés, dont un qui présentait une fracture assez sérieuse au niveau d'un bras. L'équipage du Rokia Delmas, tenu à l'écart de la presse par l'armateur du navire, a reçu cet après-midi la visite des gendarmes. Pour l'instant, sur place, plus aucune opération de secours. En revanche, on évoque pour la journée de demain l'arrivée de 5 remorqueurs très puissants qui tenteraient alors d'arracher le porte-conteneur au rocher. En tout cas, aucune fuite, aucune pollution n'a été détectée pour l'instant. À Arques, dans le Pas-de-Calais, une mini-tornade a balayé le village hier en début de soirée. Des toits, des charpentes ont été emportés. Reportage Marianne Mas, Patrick Wurstern. Le toit du hangar s'est dispersé dans la nature. Des centaines de mètres carrés de tôle envolés sans faire aucune victime, sans blesser aucun animal de cette exploitation agricole où vivent une dizaine de personnes. Un miracle à l'heure de la traite. On a entendu vraiment un énorme bruit, énorme, mais c'était en fraction de seconde, quoi. Puis après, le garçon était en train de traire les vaches. Il est revenu. Il était dans un état pas possible. Et il dit on n'aura plus rien. Ça, c'était une porte qui s'est retournée avec le vent. C'est la toiture qui s'est arrachée carrément par la force du vent, quoi. Il y a des madriers, des tôles de 6 mètres qui sont partis, qui sont atterris à 400 mètres de l'eau, quoi. Des tôles qui ont même franchi des routes pour tout balayer sur leur passage, comme cette caravane située dans le lotissement d'en face. À Arques, c'est visiblement le même phénomène climatique qui s'est produit dans ce quartier. Même heure, même peur chez les habitants, et là non plus, aucun blessé. On a vu le vent se lever et quand on a vu que la baie vitrée se mettait à vibrer, j'ai enlevé les enfants des abords des fenêtres, on est allé se mettre à l'abri et puis on a entendu que ça hurlait dehors, donc on avait des voisins qui étaient dans la rue, qui ne savaient pas trop quoi faire, on a accueilli les voisins. Là, je ne peux pas rentrer chez moi pour l'instant. Tu as risque d'écroulement? Oui, il y a entre le plafond et le mur, le toit n'est pas remis à sa place correctement. Je rigole mais c'est nerveux. Toute la journée, des équipes de couvreurs ont paré au plus pressé pour éviter que la pluie ne s'infiltre dans les maisons. Mais d'ores et déjà, certaines n'étaient plus habitables. Une quinzaine de familles a dû être relogées. Le maire va demander l'état de catastrophe naturelle.
Et la tempête a aussi fait un mort, un motard tué dans un accident sur l'autoroute sous une pluie battante. Quant aux dégâts, ils sont limités, mais 2500 personnes sont toujours privées d'électricité ce soir en Vendée. Benoît Bringer. En moins d'une demi-heure, l'eau de ce ruisseau est devenue un torrent. Il a dévasté les cuisines de cet hôtel. L'eau est montée à peu près 2 mètres, 2,50 m au-dessus des fourneaux, c'est-à-dire que c'est la première fois que ça nous arrive. Dans cette galerie marchande, même stupéfaction. L'eau arrivait très vite, une hauteur phénoménale, et puis un grand courant, quoi. Puis la boue est rentrée partout, elle est repartie, mais les dégâts sont là, quoi. Des rafales dépassant les 130 km/h. Sur ce chantier naval, les bateaux mal attachés n'ont pas résisté. En Vendée, le département le plus touché par la tempête, les habitants ont respecté les consignes, ils sont restés chez eux. Les dégâts sont uniquement matériels. Des arbres déracinés, mais surtout des câbles électriques arrachés par le vent. 50 000 foyers ont été privés de courant. Malgré tous les efforts d'EDF, il en reste 2500 ce soir. Nous avons 120 collaborateurs qui sont aujourd'hui sur le terrain. Notre objectif, c'est que d'ici la fin de la journée, un maximum de clients puissent être réalimentés. Toute la nuit, le long des côtes atlantiques, les pompiers sont intervenus, principalement pour dégager les routes. Des dégâts également, mais moins importants que prévu dans la Somme. Ici, c'est un hangar qui n'a pas résisté aux rafales. Plusieurs toitures ont aussi été endommagées. Plus au nord, la tempête a fait une victime. Un motard est mort dans un accident provoqué par une pluie battante. L'Île-de-France, et notamment Paris, n'a pas été épargnée. Mais ici, les vents moins violents n'ont provoqué que des dégâts mineurs. Et la tempête, on l'a dit, s'éloigne vers le nord-est. En Allemagne, des rafales également à plus de 130 km/h ont soufflé en Rhénanie, entre Cologne et Francfort. Dans le centre du pays, 7 personnes ont été blessées par la chute d'un arbre dans un parc à Thème. La justice, Léonie Crevel n'ira donc pas en prison. Cette mère de famille de 80 ans qui avait tué sa fille handicapée a été condamnée à 2 ans de détention, mais avec sursis par les jurés de la cour d'assises de Rouen. Un verdict bien accueilli par l'accusé. Sur place, Sophie Rodier, Mathieu Drejoux. À sa sortie de la cour d'assises, impassible, Léonie Crevel contient son émotion. Le verdict vient de tomber. Les jurés l'ont condamnée à 2 ans de prison avec sursis. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous êtes soulagé de ne pas faire de prison? Oh oui, je suis très soulagée. Je suis bien contente que maître Titi soit sauvé. Oui, Léonie Crevel est coupable du meurtre de sa fille de 42 ans, handicapée et donc particulièrement vulnérable. Mais le tribunal a été clément avec cette mère qui s'est occupée toute seule de cet enfant atteinte de débilité profonde et grabataire. Cet après-midi, l'avocat général a souligné son refus systématique de toute aide extérieure. Mais pour son avocat, ce n'est pas un refus obstiné, juste l'attitude d'une mère face au manque d'institutions adaptées. Je suis convaincu que la décision qui a été prise est une décision juste, une décision de principe, mais qui masque toujours l'hypocrisie de notre société. Il fallait une peine de principe. On a tenu compte des arguments, de sa situation personnelle, de son vécu. Et une fois encore, nous avons le triomphe du droit et de la justice. Léonie Crevel est donc ressortie libre de la cour d'assises de Rouen. Elle dit avoir compris la sanction du tribunal. La justice encore, une cellule régionale d'enquête a été mise en place en Aquitaine après plusieurs tentatives d'enlèvement d'enfants dans la région, notamment le week-end dernier à Castillon en Gironde et à Nossan en Dordogne. Ces affaires avaient été évoquées ici même. La gendarmerie cherche à savoir si l'agresseur est le même. Elle a mis en place un numéro vert, le 0800 566 483, 0800 566 483. Dans la Nièvre, à Moulins-en-Gilbert, les enquêteurs ont procédé aujourd'hui à la reconstitution du meurtre du petit Mathias, 4 ans. On en avait beaucoup parlé, c'était en mai dernier, après une fête de village. Rappelons qu'un homme de 56 ans est mis en examen pour meurtre. Il avait déjà été condamné pour pédophilie. Anouk Burel, Stéphane Guillemot. Christian Beaulieu sous un casque à visière. La reconstitution du meurtre du petit Mathias commence au cœur du village de Moulins-en-Gilbert. Devant la juge d'instruction, le principal suspect refait le chemin qui l'a mené jusqu'à la salle des fêtes le jour du meurtre. C'était le 6 mai dernier. Ce soir-là, il y a une fête dans la salle communale du village. Les enfants jouent dehors, il fait nuit. Le jeune Mathias disparaît, il a 4 ans et demi. Son corps est retrouvé le lendemain matin, nu, violé et noyé dans une rivière, 200 mètres plus loin.
En garde à vue, le principal suspect avoue. Nous l'avions rencontré quelques jours après les faits. Je n'ai rien à dire. Et vous étiez à la fête de samedi? Non. On a plus d'une heure. Ah, vous n'étiez pas? Non, non. D'accord, et vous ne savez pas qui y était ou... Non. Ou quoi que ce soit? Rien. Aujourd'hui, Christian Beaulieu est revenu sur ses aveux. Ce soir, il sera confronté à cette jeune fille notamment. Elle l'a vu sur les lieux juste après les faits. Il était appuyé sur un pan de mur là-bas, vers le rondin de bois, et il attendait qu'on cherche Mathias en fait. Il vous a dit quelque chose ou... Non, il nous a rien dit, il nous regardait avec un air niais et il souriait. Qu'est-ce que j'appréhende? De le voir en face et pas de me contenir en fait. La reconstitution du meurtre de l'enfant se poursuit en ce moment sur les bords de la rivière. Lors de ses aveux en garde à vue, Christian Beaulieu avait donné beaucoup de détails sur les circonstances de la mort du petit Mathias le 6 mai dernier. Le contexte sera reproduit quasiment à l'identique ce soir, entre 22h et minuit. Et toujours à propos de justice, 1 an après l'affaire d'Outreau et après des débats passionnés aussi, la fameuse réforme de la procédure a été adoptée aujourd'hui en Conseil des ministres. Il s'agit, vous le savez, de renforcer la transparence et les droits de la défense. Principale mesure, les gardes à vue seront donc enregistrés dans les affaires criminelles, tout comme les auditions dans le bureau des juges. Aurélia Guillemin, Caroline Librecht. Jusqu'au dernier moment, son projet a divisé, y compris au sein de la majorité. Après un week-end houleux, Pascal Clément tenait d'abord à assumer ce matin l'entière paternité de son projet de réforme de la justice. Je souhaitais cette réforme, j'ai peut-être même eu un peu de mal à l'obtenir, alors je suis d'autant plus heureux de vous la présenter aujourd'hui. Garde à vue et auditions filmées pour les affaires criminelles, contrôle renforcé de la détention provisoire, collégialité des juges pour les dossiers les plus graves et renfort des droits de la défense. Sur la responsabilité des magistrats, le texte ne parle que d'une sanction disciplinaire, le reste sera débattu plus tard. La gauche dénonce déjà un projet mal ficelé. Depuis plusieurs semaines, votre gouvernement donne le spectacle affligeant de l'improvisation, de l'incohérence et des cafouillages. Je pense que le gouvernement aurait été bien inspiré de surseoir à cette réforme qui n'est pas à la hauteur d'abord du travail de la commission d'enquête parlementaire, mais surtout à la hauteur de l'attente des Français pour une justice vraiment réformée, vraiment rénovée. Plus optimiste, à droite on salue le projet en attendant les dispositions à venir. Ce n'est pas la totalité de la réforme. C'est une étape, on commence maintenant par ce qu'on peut faire maintenant et on met le reste en chantier. La réforme devrait coûter 30 millions d'euros et pourrait être discutée devant le Parlement début 2007. Les violences urbaines, suite, une information judiciaire a été ouverte aujourd'hui après l'incendie du bus à Grigny, on en parlait hier. 1 an après les émeutes, nous allons ce soir au quartier de la Madeleine, à Évreux, en Normandie. Enquête Anouk Burel, Michael Cario. Entre les barres d'immeubles et les balcons à paraboles, le quartier de la Madeleine à Évreux. 20 000 habitants, 52 nationalités. Un quartier qui n'a pas encore pansé ses blessures. Autour du petit centre commercial, sur la place principale, se dressent des murs qui cachent mal ce qui s'est passé. Vous aviez toute la grande pharmacie, donc il ne reste plus rien de la pharmacie et du salon de coiffure. Jean-Paul Lebaille, la mémoire du quartier, un ancien ouvrier reconverti dans la boxe. Il avait le même regard le 6 novembre dernier. Même lieu, même homme, dans ce qu'il reste d'une nuit de violence très agitée. Des boutiques dévastées, 35 voitures brûlées. Les casseurs ont visé aussi directement les policiers et les pompiers. Écœuré, le coiffeur est parti s'installer dans le Midi. La pharmacienne a quitté sa ville, elle aussi. Et voilà ce qu'il reste aujourd'hui encore du bureau de tabac. C'est 26 ans d'efforts, 26 ans où je travaille 12 heures par jour. Et quand vous voyez ça, ça vous fait mal au cœur. Et on aimerait bien savoir quand on va reprendre déjà parce que avoir quelque chose dans l'avenir, se projeter. Le 5 novembre, Marie-France Briard n'aura plus aucune indemnité de la part de son assureur. Malaise à la Madeleine. Et pourtant, depuis, 4 nouveaux commerces sont ouverts à quelques pas d'ici. Bonjour. Ça va? Là, on est content, on voit que ça va repartir. C'est vrai, ça, c'est une nouvelle pour nous. On est heureux, quoi. Plantés dans les rues, d'autres espoirs en perspective.
Un beau quartier, des espaces verts. Le plan Borloo commence à sortir de terre. 200 millions d'euros sont investis dans ces chantiers sur 5 ans. Mais en attendant, l'équilibre est encore fragile. Tous les émeutes, je les ai suivis, parce que moi j'ai eu mes voitures de cassées à chaque fois. Moi j'habite ici, dans la grande tour, au 14e étage de l'autre côté. Vous avez peur que ça reprenne ou pas? Oui, toujours, nous, toujours peur. On a toujours peur. La vie à Évreux a-t-elle changé? Non, si l'on en croit les jeunes chômeurs du quartier. Parmi eux, certains ont participé aux émeutes de l'année dernière. On fait des conneries. Pourquoi on fait des conneries? Si on aurait du travail, si on aurait quelque chose à faire, on ne serait pas là en train de faire des conneries. Changement de décor, autre discours. Avoir 20 ans à la Madeleine n'est pas toujours synonyme de galère. Après les émeutes, Jocelyn Quérault a décidé, lui, de changer de vie. Après les émeutes, j'ai eu les 3/4 de mes amis qui sont allés en prison. Et ça m'a fait réfléchir, quoi. En plus, je viens d'avoir une fille, tout ça, donc il faut se motiver aussi. Moi, avant, je traînais, même je traîne encore, mais bon. Je travaille la journée, je traîne le soir et à la fin du mois, j'ai mon salaire. Jocelyn, on sentait bien qu'il était motivé, qu'il avait vraiment envie de faire quelque chose et d'avancer, quoi. Céline Briot, comme d'autres entrepreneurs, recrute en priorité des jeunes du quartier. Pierre après pierre, jour après jour, ils sont nombreux à vouloir bâtir ainsi une nouvelle image de la Madeleine à Évreux. Et à noter que dans ce quartier, après les affrontements et les dégradations, la police avait procédé au total à une vingtaine d'interpellations, dont 5 majeurs qui doivent être jugés le mois prochain au tribunal. Un plan contre les fraudes à la sécurité sociale, trafic de médicaments, surfacturation, on en parlait récemment. Le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, a installé aujourd'hui un comité de lutte. Principale disposition, les fichiers des différents organismes, URSSAF, allocations familiales ou caisses de retraite seront mis en commun. Par ailleurs, le patrimoine et plus seulement les revenus sera pris en compte pour accorder le bénéfice de la couverture maladie universelle, la CMU ou le RMI. Économie, le téléphone portable se banalise, c'est un lieu commun de le dire. Eh bien, en voici un nouveau signe. Entre le rayon légumes et les laitages, les grandes surfaces vont désormais proposer leur propre marque et leur forfait. Une concurrence de plus et de taille pour les grands opérateurs historiques. François Baudonnet à la location. Une armée de vendeurs. Dans ce magasin immense, spécialement reconstitué pour eux, ils sont venus de toute la France découvrir le produit qu'ils auront à vendre dans quelques jours. Il y a un Vassurex par exemple. Cette enseigne lance en effet sa propre box, c'est-à-dire un accès à Internet à haut débit avec téléphone illimité. Une de plus, alors qu'un foyer français sur 2 en est déjà équipé. Nous savons que nos clients sont un peu perdus dans l'ensemble de ces offres aujourd'hui. Et notre positionnement est d'être en fait pour eux un interlocuteur unique. Un interlocuteur unique, c'est aussi ce que veulent devenir les enseignes de la distribution généraliste, mais dans la téléphonie mobile. 2 concurrents lancent ainsi leur propre opérateur à quelques jours d'intervalle, une révolution. Quand on lance un produit comme ça, c'est pas un magasin ou un vendeur qui lance, c'est 600 vendeurs sur la France, 120 magasins qui le même matin se mettent à faire de la téléphonie mobile. Quand même une force de frappe non négligeable. Les clients à qui nous souhaitons proposer cette offre sont des consommateurs ou bien qui n'ont pas d'offre de téléphonie mobile, et il y a encore 20% de la population dans ce cas, ou les clients, les consommateurs qui ont déjà une offre mais qui le trouvent trop compliqué ou trop cher. Auchan et Carrefour viennent donc rejoindre la dizaine de nouveaux opérateurs mobiles apparus il y a quelques mois. Tous utilisent les réseaux de SFR, Bouygues et Orange pour proposer des tarifs plus avantageux. Pas de doute, le match de la téléphonie et de l'Internet vient d'entrer en grande surface. Politique, on connaît la date de l'élection présidentielle. Les premiers et seconds tours auront lieu les 22 avril et 6 mai prochains, dans moins de 6 mois donc. Les législatives se dérouleront 5 semaines plus tard, les dimanches 10 et 17 juin. Décision arrêtée en Conseil des ministres aujourd'hui. À gauche, cette soirée marque une nouvelle étape importante pour la désignation du candidat socialiste avec le 2e débat télévisé. Bonsoir Jeff Wittenberg, vous êtes à Saint-Cloud où doit se dérouler ce débat. Les 3 postulants sont déjà arrivés ? Bonsoir David, oui ils sont arrivés, j'oserais dire qu'on prend les mêmes mais on ne recommence pas tout à fait. Les 3 candidats sont arrivés un petit peu avant 20 h comme la semaine dernière, Ségolène Royal, puis Dominique Strauss-Kahn que vous allez peut-être voir sur ces images. Laurent Fabius est bien là lui aussi ce soir, pas de doute même si vous ne le voyez pas sur les images. Donc je vous disais
peu de changements sur la forme. Comme la semaine dernière, aucun des candidats n'aura la possibilité de s'interrompre. On restera dans un débat assez formel. Chacun exposera ses vues. Une petite différence tout de même. La soirée devrait durer 1h30 contre 2 heures la semaine dernière. Tout cela pour donner plus de vivacité, plus de rythme à ce débat, même si le thème choisi devrait la fournir, cette vivacité, cette vivacité et ce rythme. Car ce soir, on va parler des questions de société. Et sur ces thèmes, vous le savez, Ségolène Royal a pris des positions décapantes, pour ne pas dire dérangeantes, que ce soit sur la carte scolaire qu'elle propose d'assouplir, que ce soit sur l'encadrement militaire des jeunes délinquants qu'elle propose d'instituer, ou encore sa dernière idée, les jurys de citoyens qu'elle propose d'installer pour contrôler, pour évaluer le travail des élus. Autant de propositions sur lesquelles et Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius ne sont pas du tout d'accord. Ça nous promet donc une soirée a priori moins consensuelle que la semaine dernière. Merci Jeff Wittenberg, on y reviendra bien sûr demain et nous recevrons également Dominique Strauss-Kahn sur ce plateau. En attendant, comme chaque mardi, nous pointons les grandes évolutions de la société française à la veille du scrutin. Aujourd'hui, le phénomène de la précarité ordinaire, ce qu'on appelle les salariés pauvres ou surendettés. C'est un paradoxe, la société s'enrichit, mais ils sont de plus en plus nombreux. Un seul chiffre, à la fin de l'année dernière, on recensait 960 000 foyers passés par la commission de surendettement, soit 20% de plus que 8 ans auparavant. Et la nouveauté, c'est que parmi eux, on compte de plus en plus de personnes disposant d'un travail régulier. C'est notre portrait de France de ce soir. Il est signé Loïc Delamornay, Olivier Robert, Didier Dahan. Nous sommes dans un camping caravaning qui accueille pas mal de personnes à l'année. Il y a une trentaine de personnes sur, je sais pas, 300 ou 400 places qui sont là en permanence. Vous quittez votre camping le matin, mais c'est pas les vacances là. Ah non, je vais au travail. Patrick est fonctionnaire à Paris, à l'Éducation nationale. Un citoyen bien intégré et pourtant un citoyen de seconde zone. Il ne peut pas voter, pas faire renouveler ses papiers, car il vit dans un camping à l'année, pas d'adresse, et ça c'est illégal. C'est justement le fait que je n'ai pas d'adresse qui m'a causé des difficultés. Puisque bon, ils nous demandent à la préfecture un certificat de domicile, soit quittance EDF, soit quittance téléphone. Et n'ayant pas de domicile fixe, entre guillemets, je ne pouvais pas faire immatriculer mon véhicule. Alors il a fallu jongler avec une domiciliation à la Croix-Rouge. Eh bien, on a payé ça 2500 €. Et honnêtement, c'est 1500 € de trop. Pour le mobil-home. Pour le mobil-home. Allez, viens mon toutou, viens. Marie-Laure, son épouse, est fonctionnaire elle aussi. Allô. À eux deux, ils gagnent 4 000 € par mois. Mais de crédit en crédit, d'interdiction bancaire en saisie, ils se sont surendettés. C'est moi que j'ai appelé le lapin, idiot. TTC, il nous reste 800 € pour faire le mois. 2 RMI. Nous sommes peut-être fonctionnaires avec des salaires, mais nous sommes trop riches pour pouvoir bénéficier des HLM, des trucs comme ça. Même s'il ne vous reste que 800 €. Eux, ils prennent le salaire de base. Hein. C'est vraiment trop facile pour avoir des crédits. Vous avez besoin de 3000 €, on voit la pub à la télé, 5 minutes chrono, vous avez 3000 € en 8 jours. L'accumulation de petits crédits qui, à la fin, les petits ruisseaux font une grande rivière. Et c'est ça qui nous a vraiment fusillés. Maintenant, j'essaye même plus. Je suis en overdose de problèmes. Là, je subis, c'est tout. Maggie sort du travail. Elle est fonctionnaire territoriale, conseillère en emploi et habite elle aussi au camping. 1500 € de salaire, mais un divorce mal géré. Elle a récupéré les dettes de son ex-mari. Elle vit seule et chichement. Là, je le paye 24 centimes. Ailleurs, je le payerai 60 centimes. Donc, c'est énorme. Moi, quand je commence le mois, c'est-à-dire qu'une fois qu'on m'a tout retiré, il me reste 400 €. Donc, il faut que je vive le mois. C'est-à-dire que 30 centimes de différence pour un paquet de nouilles, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, 30 centimes. Monsieur Camus, c'est quelqu'un. Officiellement, c'est le gérant du camping, mais il est bien plus que cela. On ne peut pas se contenter uniquement de les loger, de prendre leur argent, sans leur apporter un plus. Et toi, t'as la forme? Monsieur Camus, malgré sa tête, c'est un grand philanthrope. Et il assume le fait de loger ces gens dans l'illégalité.
La gendarmerie le sait, la police municipale le sait. Personne ne m'embête parce qu'on arrange tout le monde. Si on ne prenait pas ces gens, où ils seraient? Ils seraient dans des fossés. Le 115, c'est plein. Les huissiers, les flics, tout ça, ici, ils ne rentrent pas. Dans les figeurs. Imaginez que j'ai des huissiers de XX sociétés qui viennent. Qu'est-ce qu'ils vont venir me prendre? Ici, j'ai quasiment plus rien. Maintenant, si on trébuche, il n'y a pas le choix. Ah non. Faut être costaud pour monter. Hein. Ou vous avez des gens autour de vous qui vous aident, vous arrivez à remonter. Puis si vous n'arrivez pas, vous tombez. Hein. Les pensionnaires de M. Camus arriveront-ils à sortir de cette précarité organisée? Le problème, c'est ça, ils ne partiront plus jamais. Parce qu'ils ont perdu, si vous voulez, le goût de la lutte. Le goût de se battre dans la société. Aujourd'hui, il faut se battre. Pour avoir un métier, pour avoir ceci, pour avoir cela, il faut se battre. Hein? Même pour avoir sa place chez le boucher, il faut jouer des coudes maintenant, parce qu'on prend un ticket comme à la sécu. Eux, ils ont perdu ce goût-là. Maintenant, ils sont tranquilles, là. Vous vous rendez compte? Là, vous rentrez dans la caravane. Maggie, elle, n'a pas baissé les bras. Je vis comme les autres femmes, bon, sauf qu'elles vivent dans un appartement ou dans un pavillon. Moi, c'est une caravane, mais c'est une caravane, comme on dirait vulgairement, qui a de la gueule. Et que j'aime bien. J'avais peut-être plus honte de vivre dans un appartement où je pouvais plus payer le loyer. Là, j'avais certainement plus honte, parce que ça se savait, que là où je peux payer mon loyer, c'est vrai qu'il y a la solitude aussi, il y a le regret, hein, mais je suis plus fière de moi ici que je ne l'étais avant, ça c'est certain. Le voyage de Jacques Chirac en Chine. Le président de la République quitte Paris ce soir, au moment même où Pékin, qui accueillera les Jeux Olympiques en 2008, reçoit la visite du Comité international olympique. Et les Chinois, vous allez le voir, n'ont pas déçu. Les travaux, les préparatifs ont été menés à une vitesse record. Reportage Pascal Golomer, Sylvain Gioub. Le nid d'oiseau, c'est le surnom donné au stade olympique de Pékin et à sa monumentale structure d'acier de plus de 50 000 tonnes. Un stade dont la construction devrait être achevée près de 8 mois avant le début des Jeux. Aujourd'hui, le président du comité olympique, le Belge Jacques Rogge, est venu lui-même constater à quel point le chantier avait progressé, livrant devant des Chinois aux anges ses premières impressions. C'est un mélange de technique, de sport et de culture. C'est formidable. Tout à côté, le stade nautique, lui aussi, est bien avancé. Il est surnommé le cube d'eau. Ses murs et son toit, fait de coussins translucides, laisse passer la lumière. Et autour des deux sites vedettes, les autres chantiers avancent à grands pas. Le CIO donne une très bonne note technique. Mais Jacques Rogge a mis en garde les Chinois. Le succès, dit-il, dépendra aussi de la perception que le monde aura de ces Jeux. Sous-entendu, attention aux atteintes aux droits de l'homme. Le droit de manifester, par exemple. Cette scène s'est déroulée à 300 mètres du grand stade il y a 10 jours. 3 personnes arrêtées, aucun média chinois pour en parler. Une centaine de riverains voulaient juste protester contre la construction, au pied de leur immeuble, d'un générateur électrique. Des fissures sont apparues, des appartements ont été évacués. Ils n'ont fait aucune étude du sous-sol avant de creuser, et voilà le résultat. Aucun fonctionnaire n'est venu s'excuser. Ils n'ont même pas reconnu leur faute. Il y a quelques jours, le gouvernement chinois clamait haut et fort que les journalistes étrangers seraient libres de tout mouvement pendant les Jeux. Pourtant, aujourd'hui, à quelques mètres du site olympique, le mécontentement de quelques retraités reste encore un sujet tabou. L'environnement, on reparle des quotas de pêche. L'Union européenne était réunie aujourd'hui pour fixer les chiffres en mer Baltique. Il s'agit, vous le savez, de permettre aux stocks de se reconstituer. Et d'ores et déjà, beaucoup de pêcheurs se mettent à l'élevage. Exemple sur le magnifique site des îles Shetland en Écosse. Les fermes de cabillaud ont obtenu le label bio. Reportage Maryse Burgot, Dominique Marotel. Ces pêcheurs des îles Shetland ne vont plus au large. Leur navigation s'arrête très vite aux abords de ces bassins. C'est là qu'ils vont chercher leur cabillaud, un poisson tellement pêché qu'il se raréfie en pleine mer. Les Shetlandais ont donc dû se reconvertir dans cet élevage de cabillaud biologique. Celui-ci pèse à peu près 4,5 kg. Il a 2 ans et demi.
Ces cabillots sont dits bio parce qu'ils mangent les restes des poissons tués pour la consommation humaine. Voici donc un élevage qui respecte l'environnement puisqu'il ne puise pas dans les ressources déjà fragilisées de la mer. Ça, ce sont les granulés avec lesquels on nourrit nos poissons. C'est fabriqué avec des restes de harengs et de maquereaux. Limités par les quotas de pêche, les Shetland ont dû s'adapter. Ces îles, pétries de tradition, se retrouvent donc aujourd'hui à la tête d'une technologie très moderne. Ce plancton, cultivé sur l'île en laboratoire, permettra dans les premières semaines de nourrir les alevins. Dans 2 ans et demi, ces bébés cabillots se retrouveront dans nos assiettes. Une entreprise gérée par un amoureux de la mer convaincu que l'aquaculture est l'une des solutions pour sauver l'industrie du poisson. Personne ne s'en rendait compte. On ne voyait pas ce qui se passait sous la mer. Mais le résultat, c'est quand même que les stocks sont en total déclin, et pas seulement ceux de cabillaud, mais toutes les espèces. Au rythme des prises actuelles, il n'y aura bientôt plus de poissons à pêcher dans les mers. Les Shetland se sont donc réinventés un avenir. Retour en France, il n'y aura pas de sélection à l'entrée des universités. Le rapport remis aujourd'hui à Dominique de Villepin par le recteur de l'Académie de Limoges écarte cette solution. Ce rapport, commandé après la crise du CPE, propose d'autres voies pour tenter de rapprocher les facultés du monde du travail et limiter les échecs. Le détail avec Nabila Tabouri. L'université formait des têtes bien pleines. Désormais, elle devra former des têtes bien faites, avec un seul objectif, l'emploi. Aujourd'hui, 80 000 bacheliers, soit un jeune sur 5, quittent l'université sans diplôme et donc sans grand espoir de trouver un métier. Dans le rapport remis aujourd'hui au Premier ministre, la commission Hetzel met l'accent sur l'orientation. La sélection n'est pas préconisée, mais une série de mesures doivent être mises en place. Cela commence au collège et au lycée avec plusieurs entretiens obligatoires d'orientation en classe de 3e, de première et de terminale. Toujours en classe de terminale, un dossier unique d'accès à l'enseignement supérieur sera constitué par l'élève. Au second trimestre, un conseil de classe donnera un avis sur les vœux formulés. Un système de préinscription universitaire sera mis en place dans les établissements volontaires. Là encore, il ne s'agit pas, et je veux que nous soyons bien compris, il ne s'agit pas de contraindre, mais seulement d'informer et d'inciter. Les élèves conserveront le choix de leurs inscriptions définitives. Autre nouveauté, en faculté, les étudiants de licence devront suivre un module obligatoire de recherche d'emploi. Au programme, élaboration d'un CV ou multiplication de stages. La finalité, c'est de résorber le fossé actuel entre le monde de l'université et celui de l'entreprise. Toujours à propos d'éducation, ça n'est pas la première fois qu'on va chercher des recettes d'autrefois pour régler les problèmes. Dans la Drôme, l'inspection d'académie réintroduit les jeux traditionnels, la marelle, l'élastique, la corde à sauter. Il s'agit d'apaiser les cours de récréation, d'éviter les tensions et d'apprendre aux élèves à vivre ensemble. Reportage Denis Sébastien, Olivier Jacquelin. Je lance l'osselet et j'en ramasse un et je le récupère. Tout de suite, pour beaucoup, des images reviennent. Ces jeux ont bercé des milliers de cours de récréation pendant longtemps. Osselets, billes, marelles, élastiques, des jeux pourtant en voie de disparition. Dans la petite cour d'école de Sahune, on tente de leur redonner vie. La feuille se fait couper par les ciseaux, elle enveloppe la pierre et elle bouche le pli. Je prends cette boucle-là et je la repasse devant. Et j'ai le parachute. Des jeux tout simples, avec des bouts de ficelle. Auteur d'un livre sur le sujet, Valérie intervient dans les écoles de sa région pour réapprendre aux enfants à jouer. C'est des jeux qui appartiennent au patrimoine, nos grands-pères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, toutes les générations ont joué. Si on n'y joue plus, on va perdre les règles. Déjà, les instituteurs de la génération de celui-là ne savent plus les règles, ils ne savent plus comment on joue à l'élastique, ils se souviennent qu'on y jouait, mais comment? 1, 2, 3, soleil! Adresse, autonomie, respect des règles. Frédéric, l'instituteur, lui-même pris au jeu, a trouvé la matière à pédagogie. Ça permet de respecter aussi les autres, d'accepter de perdre, de respecter la règle, quoi. Donc tout ce qui tourne autour du respect, et voilà, d'apprendre la vie en société. On peut mettre tout derrière après. Avant, j'y avais presque pas joué, alors ça nous change un peu.
Ça change de quoi? De jouer au foot, de l'ordinateur ou de la corde. Le foot et l'ordinateur ne sont pas oubliés pour autant. Mais désormais, la cour de l'école retrouve de temps en temps des ambiances finalement pas si anciennes que ça. On reste dans les mêmes tranches d'âge avec l'une des sorties cinéma de la semaine. Vous vous souvenez sans doute de Kirikou. Eh bien, l'auteur de ce dessin animé propose sa nouvelle réalisation, Azur et Asmar, deux jeunes garçons d'origines différentes et élevés ensemble. Pascal Deschamps, Mathieu Drejoux. D'abord, qu'est-ce qu'on dit? Merci nourrice, shukran ya maman. Azur est aussi blond aux yeux bleus qu'Asmar est brun aux yeux noirs. L'un parle français, l'autre arabe, l'un est fils de châtelain, l'autre pas. Élevés ensemble par une même nourrice, ils ne cessent pourtant de se quereller. D'abord, dans mon pays, c'est mieux qu'ici. Tu ne sais même pas, tu n'y es jamais allé. Tout un symbole lorsqu'ils sont couverts de boue. Même leurs parents les confondent. Lequel est Azur? C'est fini. Désormais, tu auras des leçons de danse, d'épée, d'équitation et de latin. J'espère que tu me feras honneur. Inch'Allah. Plaît-il? À la grâce de Dieu. Ils ont une origine différente, mais le film montre clairement qu'ils sont frères, et ça j'y crois. Une leçon de fraternité donc qui passe par un conte initiatique. Devenus grands, ils se retrouveront de l'autre côté de la Méditerranée pour libérer la fée des djinns. Ça parle de deux enfants et qui au départ vivent ensemble et puis quand ils grandissent ils se séparent et puis à la fin ils se retrouvent et... en fait moi je trouve que c'est contre le racisme. J'ai bien aimé les moments où ils se battent. Aussi j'ai bien aimé quand ils épousaient les fées. Des bagarres pour les garçons, des fées pour les filles ou l'inverse, et beaucoup d'autres choses encore. Un ravissement pour les yeux et qui chaque fois provoque le même enthousiasme chez nos chères têtes blondes et brunes. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet, 20h50, Chirac, le vieux lion, la seconde et dernière partie du documentaire de Patrick Rothman qui sera suivi d'un débat animé par Yves Calvi. À demain.